Honnêtement, qu'une équipe n'ait pas 100 millions de masse salariale, ça n'a pas de bon sens. Et je dis ça parce que là, on parle du langage du sport professionnel, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils reçoivent au moins ça en partage de revenus. Et le partage de revenus, ça inclut bien des choses. Là. Le partage de revenus devrait aller à 100 % dans la masse salariale. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fiers partenaires de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Côte complet, Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. En ce début de semaine, Marc, grosse nouvelle au cours des dernières heures. Ça va se confirmer sous peu. Vlad Guerrero qui va finalement accepter un contrat de plusieurs saisons, $1,5 milliard. C'est à peu près le montant qu'on avait prévu, je pense, à l'origine. Marc, la date butoir, tu sais ce qu'on en pensait. Donc, ça s'est réglé. Une distraction de moins cette saison pour les Blue Jays. Oui, écoute, c'est sûr que le montant fait écarquiller les yeux. La durée du contrat, 14 ans pour Vlad Guerrero. Mais la question que j'ai pour toi, Alain, est-ce que les Blue Jays avaient le choix? Et je m'explique avant que tu répondes à la question, mais ce que je veux dire, c'est que on a besoin de ce type de joueur-là à Toronto. Moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'un joueur d'impact. On a passé dans la mitaine pour Ohtani, même chose dans le cas de Soto. Les Blue Jays se devaient de plier, selon moi, pour arriver à satisfaire les demandes de Vlad. C'est sûr que c'est un contrat qui ne vieillira pas bien, mais je te dirais qu'on achète peut-être les 7-8 premières années, puis les autres, ben on va... parce qu'il n'y a pas de montant différé, c'est direct. Alors, je pense que la franchise avait besoin de ça, même si c'est très cher payé, parce que Vlad, on l'a déjà parlé souvent, vaut plus qu'un simple joueur de premier but. Et maintenant, est-ce qu'on va le mettre au troisième éventuellement aussi? Est-ce qu'il prendra de la valeur s'il va au troisième? On verra bien. Mais toujours est-il que c'est ça, ça fait parmi les joueurs les mieux payés, évidemment, de l'industrie. Oui. 500 millions, c'est 200 millions de moins que Juan Soto. Je ne sais pas si c'est le... J'ose croire que c'est là-dessus qu'on s'est basé, Marc. Toi, tu as émis l'opinion que les contrats qui ont été signés au cours de la dernière semaine pourraient avoir influencé un petit peu la décision de Vladimir Guerrero. Oui, c'est-à-dire que tu regardes les tendances du marché, remonte à ce que Pete Alonso a signé comme joueur de premier but, remonte aux jeunes, tous ceux qui ont signé là, récemment, même des Ketel Marté. Tu sais, Ketel Marté est plus vieux que Vlad, et est déjà dans la trentaine, mais tu regardes sa carrière, ce qu'il a accompli, puis tu sais, on n'est même pas proche des chiffres là, de Vlad, donc en termes de salaire, je veux dire. Donc, tu sais, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on s'est parlé, on n'était pas loin de toute évidence de quelque chose. Rogers était prêt à mettre beaucoup d'argent pour Ohtani et Soto, donc on avait des moyens quelque part de se dire on veut notre vedette, on veut notre joueur. J'ose croire que c'est comme ça qu'on a pensé. Puis tu as raison de dire que le comparable, c'était Juan Soto compte tenu de l'âge. On avait le même âge à peu près là, rendu à ce point. Alors 200 millions de moins, bon. Il n'y a pas personne qui vaut ça, là, on va se le dire, ça vaut pas ça, dans le sens que, mais dans l'industrie du baseball, ben, c'est ça. On va y revenir sur les salaires tantôt, là, mais c'est cher, on va se le dire, c'est cher payé, mais on paye, comme je l'ai dit, beaucoup plus qu'un simple joueur de baseball. C'est l'image. Et là, il va falloir que Vlad se mette à frapper. Ça devrait venir, Marc. Il est dans la fleur de l'âge. Là. Il est au milieu de sa période qui devrait être la plus productive pour l'ensemble de sa carrière. Et tu me demandais tantôt, ce contrat-là va mal vieillir. Il n'y a pas un seul contrat de ce genre-là qui, jusqu'au bout,
tu te dis, bon, on a hâte que ça finisse. C'était le cas avec Miguel Cabrera et pour la plupart des autres contrats qui dépassent là, les 6-7 ans. C'est toujours le cas. Les impondérables, et on a mentionné Rogers a besoin de quelqu'un pour représenter la concession de District, c'était lui. C'est pas compliqué, là. Et ça, au-delà des chiffres, ça se monnaie. Est-ce que ça vaut ça? Ça dépend ce qu'il va rapporter à Rogers. Il y a beaucoup d'argent dans le monde du baseball. Le baseball rapporte beaucoup par toutes sortes de moyens, que ce soit la vente de tous les objets dérivés à l'effigie des Blue Jays, et même des autres équipes, là, parce que c'est partagé en 30 à parts égales. La télévision, le streaming, tout ce qui vient avec. Donc, il y a de l'argent qui roule beaucoup dans le monde du baseball. Si le 500 millions permet aux Blue Jays d'aller loin de... Tu sais, le marché des Blue Jays, c'est pas juste Toronto, c'est le pays au complet. Faut pas se leurrer, là. C'est le pays au complet. Donc, Rogers le sait très, très bien. Puis, l'été, les cotes d'écoute sont bonnes avec les Blue Jays. Donc, ça va au-delà de ce qu'il est capable de mettre comme chiffre sur le terrain. Puis on a fait le calcul que finalement, c'est bon. Puis dans le cas de Guerrero, de dire que c'est pas bon pour Guerrero, je m'excuse, tu mets 500 millions devant en face, tu vas me dire que c'est pas bon. Qui a dit que c'était pas bon, là? Tu sais, on allait jusqu'à 700 à un moment donné. Mais c'est sûr que tu te mets à réfléchir à un moment donné. Puis, regarde, mais comme je le mentionnais, c'est une distraction de moins cette saison. Est-ce que ça va faire partir l'équipe offensivement? Parce que c'est là qu'on a de la difficulté. Il ne faut quand même pas se compter d'histoire. Bon, ça, c'est réglé. Moi, je ne pense pas que Bichette revienne à Toronto, Marc. Je ne pense pas qu'il soit dans les plans de l'équipe de toute façon. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais j'ai l'impression que dans son cas, on va passer à d'autres choses à l'issue de la saison. Ben écoute, moi, dans le cas de Bichette, ça va dépendre de bien des choses. Ça va dépendre de quel genre de début de saison ou de mi-saison qu'il va avoir, parce qu'il va avoir une décision aussi à prendre pour Beau Bichette. Est-ce qu'on le prend pour rien à la fin de la saison? Va-t-on essayer de l'échanger? Donc, selon moi, ça va dépendre et de son rendement et de rendement de l'équipe. D'ailleurs, je pense bien, moi, que la signature de Vlad va faire détendre un peu l'atmosphère dans le vestiaire autour de l'équipe. Est-ce que ça va paraître dans les victoires-défaites? Après, on verra bien, là, mais je suis convaincu que on va être content pour lui. C'est vraiment l'homme de la franchise maintenant. C'est un gars extrêmement populaire dans le vestiaire. Fait que ça peut donner des... Puis c'est pour ça que je disais, moi, il faut prendre une décision. Rappelle-toi, là, juste... Bon, il avait parlé de sa date butoir, mais on se disait, ça se peut qu'il signe avant la saison. On a une saison en 2025. On peut pas juste la gaspiller en pensant que... Donc, de le signer tôt en saison comme ça, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Tant qu'à le signer, signe le tôt de même. Puis tu peux essayer de gagner des choses ici en 2025. L'équipe joue pas très bien, puis on joue pour 500. Fait que je me dis, si on se met en marche, puis Varsho va revenir à un moment donné, puis bon, il y a peut-être... Donc, il y a peut-être... Pas que tu sauves déjà la saison, mais au moins, c'est importante la saison là, 2025 là, pour les Blue Jays, compte tenu de l'âge des lanceurs partants et tout ça. Donc, mais c'est un gros dossier de régler, puis tu as raison de dire que Bichette va être le prochain dossier à surveiller. Mais moi, je pense qu'on va être beaucoup plus patient, à moins qu'on ait l'intention de le mettre sous contrat. Là, mais là, je pense qu'avec l'argent dépensé, on va être un petit peu plus patient, parce que s'il connaît une saison comme l'année dernière, ben là, sa valeur va diminuer drôlement. Mais s'il connaît une saison comme les dernières années auparavant, où il était parmi les meneurs au chapitre des coups sûrs dans la Ligue américaine, ben là, c'est autre chose, parce que lui aussi, les jeunes, là, lui aussi, il est comme... il y a encore quelques bonnes années, là. Oui. Je regardais un petit peu, Marc, le profil des Blue Jays depuis le début de la saison. Ça peut être frustrant ce qui est arrivé en fin de semaine, mais étonnamment, le rendement... Je regarde toujours, moi, la moyenne de points mérités plus et le MPP+, et les deux sont au-dessus de la moyenne, même à l'attaque. Le problème, Marc, c'est qu'on se rend sur des buts, mais seulement 3 coups de circuit depuis le début de l'année pour l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième, bien évidemment, c'est un MPP+, Marc, puis tu n'as pas plus de points. Tu regardes qu'est-ce qui se passe avec des coureurs sur les buts et on n'est pas très, très productif avec des coureurs en position de marquer chez les Blue Jays. Et ça, c'est la cassette, hein? On la répète tout le temps, mais ça fait une couple d'années. Mais moi, je pense que la puissance va venir. Tu sais, Vlad, il n'y en a pas de circuit. Santander va frapper sa part de circuit. Ça va venir. Ça va venir. On ne peut pas dire que Juan Soto est tout en train de virer à l'envers avec les Mets actuellement. Ça va venir.
Judge a un très, très bon début de saison. Rappelez-vous, l'année passée, ça avait été très coup-ci, coup-ça. C'est un marathon, une saison de baseball. C'est pas un sprint. Alors, il ne faut pas penser que c'est déjà tout joué d'avance avec un début de saison de la sorte. Ça va venir. Mais c'est sûr que les Blue Jays ne mèneront pas la Ligue américaine pour le nombre de coups de circuit. Mais pour ça qu'on expose, Alain, ce problème de bien frapper avec des coureurs en position de marquer lorsqu'on ne fera pas de coups de circuit. Et là, on l'expose un petit peu plus là, dans ce cas-ci parce qu'effectivement, ça a été un problème longtemps chez les Blue Jays. Ça semble être le cas encore cette année. C'est quelque chose qu'il va falloir trouver, qu'il va falloir corriger. Ouais. Il n'y a pas de solution miracle. C'est pas pour dire, hey, les gars, soyez meilleurs. Mais il faudrait en équipe qu'on trouve le moyen, surtout dans le baseball de situation, coureur au 3e, moins de 2 retraits. Il faut être meilleur dans ces situations. Ouais. On va s'attarder sur maintenant des contrats qui ont été accordés au cours de la dernière semaine. Il y a quelques jeunes là, qui ont signé des contrats, certains peut-être moins jeunes, mais bon, toujours est-il que Christian Campbell avec les Red Sox de Boston, de même que Garrett Crochet. Pourquoi Crochet a eu plus? Le marché des lanceurs partants, Marc, c'est prêt à payer. Merrill avec les Padres de San Diego et un vétéran, Ketel Marte. On a décidé de lui accorder une prolongation de contrat malgré le fait qu'il ait dépassé des 30 ans. Et oups, une journée ou deux après, élongation musculaire à une jambe, ça pourrait être pour quelques semaines. Marc, j'ai vu les images, ça ne regarde pas bien là, pour les Diamondbacks, mais on a quand même de la profondeur. Toujours est-il qu'on veut sécuriser nos jeunes au sein de la plupart des organisations. Regarde, c'est une garantie pour les jeunes, puis pour les équipes, tu te dis, tu regardes les tendances, tu regardes les probabilités, puis tu te dis, ça devrait être de la bonne business. C'est comme ça qu'on le voit. C'est pas compliqué, là, c'est le calcul qu'on fait. Il faut juste rappeler aux gens que lorsque tu arrives dans le baseball majeur, prenons Jackson Merrill comme exemple, quelle saison recrue extraordinaire. Lui, les 5 prochaines années, incluant 2025, écoute, les 2 prochaines, c'est l'équipe qui décide à peu près ce qu'il va faire. Là. Évidemment, il y a des minimums à respecter, mais techniquement, l'équipe pourrait le renouveler simplement avec ça. Et les 3 années suivantes, il est admissible à l'arbitrage. C'est sûr que s'il y a une bonne saison, il continue de même, il va avoir un certain montant. Mais c'est rien de garanti. Il faut que tu performes, il faut que tu joues, il faut que tu sois sur le terrain, tu ne peux pas être blessé, Alors que dans ce cas-ci, ça lui assure évidemment un très, très bon montant. Je sais qu'il s'est fait taper un petit peu sur les doigts par l'association des joueurs, mais ça reste un excellent contrat. Je vais toujours me rappeler celui de Rondell White. Là, je recule un petit peu en arrière, mais Rondell White a signé un contrat à l'époque. Puis écoute, je pense une semaine après ou même pas, quasiment le lendemain, s'était blessé gravement au Colorado. Aurait pu d'ailleurs, ça aurait pu être une blessure qui aurait mis fin à sa carrière, mais il y avait ce contrat garanti. On a écouté le jeune Campbell en entrevue lors de notre match de dimanche, puis il dit, écoute, lui, 60 millions, à l'âge qu'il a, il a été repêché il y a à peine 2 ans, ça change complètement la vie de sa famille. Et là, ça lui assure ce montant-là, puis ça lui assure, évidemment, qu'il n'aurait peut-être pas fait, si tu combines ces 2 prochaines années, puis les 3 années en arbitrage, peut-être qu'elle allait faire ce montant-là, peut-être plus, peut-être moins, on ne saura jamais. Mais là, au moins, ça lui assure. Donc, je comprends les équipes, Alain, d'aller vers cette tendance-là. On paye les joueurs un peu mieux. C'est un risque pour tout le monde. C'est un risque pour l'équipe. Ça se peut que Campbell, finalement, ça soit incapable. Je ne veux pas qu'il fasse un Rooney Castillo de lui, là, mais je veux dire, il y a des risques. Il n'y a rien de garanti dans ça. Mais je pense que ce sont des bons paris pour des 2 côtés. Puis je vois le baseball aller vers cette tendance-là parce que non, on les paye bien, sans exagérer, mais dans probablement les meilleures années, physiquement, en tout cas, de ces athlètes-là. Oui. Écoute, je pense qu'il va y en avoir d'autres contrats de ce genre-là qui vont se signer. La tendance est lourde dans ce sens-là. Ça ne fera peut-être pas l'affaire de l'association des joueurs, mais eux, les joueurs, regarde, c'est une assurance pour eux, tout simplement, que leur avenir va être assuré d'une façon ou d'une autre. Donc, de ne pas écouter. Regarde, puis comme je dis, les choses ont changé. Tu sais, je pense à Scott Boras l'année passée, c'est l'année passée, il y a 2 ans, avec Matt Chapman. Chapman a accepté une prolongation de contrat avec les Giants. C'est, tu sais, ultimement, là, c'est le joueur qui décide
même si on a donné beaucoup de responsabilités aux agents, mais pour avoir déjà écouté, entendu Scott Boras donner une allocution, c'est un gars extrêmement intelligent. C'est ce qu'on lui reproche chez les propriétaires d'équipe. Pendant longtemps, il a été plus intelligent que les propriétaires, mais c'est un gars à qui on a donné un mandat. Tu t'en vas avec Scott Boras, tu sais à quoi t'attendre. Pete Alonso, c'est exactement ce qu'il a fait. Certains n'ont pas aimé de la façon que ça s'est passé. Jordan Montgomery, entre autres. Mais c'est lui, ultimement, c'est à lui que revient la décision. Là. Boras, son travail, c'est de négocier le meilleur contrat possible. Puis je te le dis, puis là, si le joueur décide de donner toute la responsabilité à l'agent, regarde, Boras va faire le travail qu'on lui demande. Exact. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est le temps de la carte de la semaine. C'est une présentation de carte-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. C'est une carte de la série Cracker Jack I-145 de 1914, la carte numéro 129 à l'effigie d'un lanceur, Ray Caldwell. Il était avec les Yankees. Marc, note intéressante. C'était la deuxième saison seulement que l'équipe de New York s'appelait les Yankees. Je te pose une colle. Est-ce que tu te rappelles? Pas tu te rappelles, mais est-ce que tu sais comment s'appelaient les Yankees avant de s'appeler les Yankees? Oui, les Knickers, Non, les Knickerbockers, ça c'est bien avant ça. C'est bien avant. Ils s'appelaient les Highlanders. Les Highlanders, oui. Les Highlanders, pas comme le club de hockey, les High comme O-H-I-G-H, les Highlanders, et le nom a été changé pour les Yankees en 1913. Donc, ces cartes-là, à l'effigie de Cracker Jack, l'ensemble, c'est en couleur. Il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là. C'est le 145 catalogué sur la rubrique E1. Les cartes émises par les compagnies de bonbons, pas juste Cracker Jack et de caramel entre 1909 et 1915. C'est un ensemble de 144 cartes, dont 31 membres du temple de la renommée. Caldwell s'est distingué, Marc, de plusieurs façons, plusieurs amendes et suspensions au cours de sa carrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait problème de consommation. C'était malheureusement fréquent à cette époque. On parle des années 10 et des années 20. Il a commencé sa carrière avec les Yankees de New York. Et par la suite, en 1919, a terminé la saison avec Cleveland. Il a été excellent. L'année suivante, sa seule saison de 20 victoires. L'équipe a remporté la Série mondiale. Ce qui est à souligner, c'est qu'en 1919, Marc, il a été frappé par la foudre alors qu'il lançait. Il lui manquait un retrait pour finir le match. Il a dit « Je veux finir le match » et il l'a fini. Et à cette époque-là, Marc, c'était pas vraiment une option. Tu finissais le match, sinon c'est un échec. Et pour exemple, il a commencé 259 matchs au cours de sa carrière. Il en a complété 184. Donc, un départ de qualité à l'époque, c'était un match complet. Je pense qu'il y a plus de matchs complets à cette époque-là que de départ de qualité aujourd'hui. C'est comme quoi les choses ont changé, mais l'approche des frappeurs a quelque peu changé. On ne parlera pas des bâtons qui ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Et les balles, Marc, on pouvait utiliser la même balle pendant tout le match. Ça, c'est un autre aspect. Là. Je ne te dis pas qu'est-ce qu'avait l'air la balle quand le match a fini, là, mais pas de lumière là, à la pénombre, pour ceux qu'on voyait très très bien la balle. Bref, qu'il n'y ait pas eu plus de blessures à cette époque-là, je pense que c'est un peu un miracle. Ray Caldwell, danseur des années 10 et des années 20. Alain, c'est le moment de souligner notre partenaire principal, Plan de Match. On les remercie grandement, évidemment. C'est pas juste une boutique maintenant à Boucherville, c'est 2 boutiques. Une à Boucherville et une dans la belle région du Saguenay, c'est à Jonquière. Plan de Match, c'est quoi? À Boucherville, il y a aussi des cages de frappeurs, des cours privés. Mais c'est le début de la saison. Alors là, pour l'équipement, pour vous équiper, maintenant 2 destinations. Donc, on remercie beaucoup Plan de Match. Allez sur la boutique en ligne également. Et je vous souligne, la meilleure façon de nous rejoindre, c'est via notre site internet www.comptecomplet.com. On va parler du début de saison de certaines équipes, Marc. On va commencer par les Braves d'Atlanta qui ont commencé 0-7. On frappe pas. C'est pas compliqué chez les Braves d'Atlanta. Les bâtons sont plutôt silencieux au moment où on se parle. D'ailleurs, quand on regarde l'ensemble des équipes, le MPP global au moment où on se parle chez les Braves d'Atlanta, c'est pas des blagues, c'est 5,77. C'est horrible avec l'équipe qu'on a. Et ce que tu me faisais remarquer, qu'il n'y a aucune équipe dans l'histoire du baseball qui a réussi à se qualifier en commençant, en perdant ses 7 premiers matchs.
Non, alors, tu sais, rappelle-toi notre analyse du début de saison. On disait, si on peut jouer comme il faut, sans trop dominer, en attendant le retour de Strider et Acuna, on va se maintenir. Mais là, ça a été un début de saison catastrophique. La nouvelle aussi de Profort ajoutée à ça, par-dessus le tout. c'est pas chic. Malgré tout, c'est un différentiel juste de moins 12, Alain. Fait que tu vois que les lanceurs ont fait un travail honnête, mais effectivement, c'est l'attaque qui n'a pas produit du tout dans ce cas-ci. C'est une équipe, il y a beaucoup de vétérans. Moi, j'ai l'impression qu'on est capable quand même de virer ça un peu plus positivement là, dans les prochaines semaines. Même si on joue des saisons de 162, Alain, 162 matchs, quand tu te creuses un trou comme ça, ça prend du temps à faire du rattrapage. Mais s'il y a une équipe qui peut le faire, ce sont bien les Braves. Je ne sais pas comment on va réagir. Est-ce qu'on est encore un peu patient avec le retour, effectivement, d'Acuna et Strider, mais sur papier, ça reste une très bonne équipe. Alors, on sous-performe de toute évidence. Pas un dossier qui est facile. On a un gérant ça fait longtemps qu'il est là. Souvent, je ne sais pas, tu sais, Alex Antopoulos, est-ce qu'il reste patient ou sera-t-il impatient? C'est sûr que ça jase beaucoup là, dans la région d'Atlanta en ce moment avec ce début de saison. Mais je pense que la façon de faire d'Antopoulos, c'est justement d'être patient puis de voir comment on peut régler ce problème-là, mais sans y aller d'une décision là, sur le coup d'émotion. Tu sais, il y a de frustration, de toute évidence. On est 1-8, là, je veux dire. Mais tu sais, je pense que l'expérience d'Antopoulos maintenant lui sert bien. On verra la suite des choses, mais il ne faudrait pas que ça se poursuive. On va se le dire. On va se le dire là. C'est important que les Braves puissent retrouver le chemin de la victoire. Là. Oui, et c'est fragile, Marc. Là, Reynaldo Lopez, on l'avait mentionné, Lopez, Sales, vont-ils être capables de faire la même chose que l'année passée? Déjà, Lopez, c'est inquiétant. Sale, regarde, bravo s'il est capable de faire la même chose. Tu sais, regarde la sortie de Schwallenbach, Alain. Il y a des affaires positives là-dedans. Là, alors, il ne faut pas juste regarder. C'est sûr que ça ne va pas bien. Hein? À 1-8, là, même la mascotte ne fait pas sa job comme il faut. Là, tu comprends? Là? Tout le monde est à blâmer. Là. Mais il y a quand même des points positifs dans ça. Puis c'est là qu'il faut s'accrocher. Puis à un moment donné, ça va peut-être changer. Là. D'autres équipes, Marc, les Giants de San Francisco, c'est une section, les Rockies, ça risque d'être difficile en raison de la présence des 4 autres équipes, mais on a un très, très bon début de saison. Il y a quelques jeunes qui sont greffés à des vétérans. Elliot Ramos, Marc, je disais qu'on n'avait pas de joueurs pour transporter cette équipe-là. Mais là, Ramos frappe. Lee est en train de confirmer un peu son statut de joueurs qui pourraient avoir un impact sur cette équipe-là, mené par un as sous-évalué au monticule, Logan Webb. On commence à avoir des recettes de quelque chose d'intéressant là, chez les Giants de San Francisco. Écoute, c'est sûr que tu es 8-1 avec un différentiel de plus 19 en 9 matchs. Tu fais quelque chose de bien, là. Mais est-ce que c'est un petit peu de leadership à l'intérieur de l'équipe? Il y a un paquet de facteurs. Ramos, comme tu l'as dit, va très, très bien. On joue bien en défense, Alain. On est bien appuyé. Tu regardes du côté gauche, tu as Adamez puis Chapman. Je veux dire, c'est du solide. L'arrivée d'Adamez pour donner un petit peu, comme j'ai mentionné, un peu de leadership, mais du leadership vocal. Un gars qui dit hey, moi, j'ai le goût de jouer. Je trouve que ce sont des joueurs parfois, là, oui, on regarde statistiquement, mais il faut regarder l'impact que ces gars-là ont vis-à-vis un esprit d'équipe, vis-à-vis ce qu'on amène. Puis, c'est sûr qu'un Verlander qui arrive, très respecté, tu as parlé de Logan Webb, qui est un des lanceurs les plus mésestimés du baseball, mais il y a une belle combinaison, il y a une belle synergie en ce moment. Puis ça, là, ce que tu veux faire, quand tu l'as en début de saison, Alain, tu veux traîner ça le plus longtemps possible. Et ça, ils sont gagnés ces matchs-là. Là. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois. C'est pas une division facile, on le sait, là, la division Ouest. Mais c'est ça. Il y a des joueurs qui s'ajoutent des fois dans une formation. Ils amènent pas mal plus qu'une simple moyenne au bâton ou d'être bon en défense. Et moi, je pense qu'Adamez fait partie des solutions là, et des succès des Giants. Oui, les Rangers du Texas, 8-2 en ce début de saison.
Il y avait des points d'interrogation, il y en avait plusieurs. Moi, en ce qui me concerne, j'étais inquiet un petit peu quant à l'âge de certains joueurs. Je pense à Semyon et Seager, puis comme de fait, ils n'ont pas un gros début de saison, mais on est 8-2. Donc, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien dans cette équipe-là. Hey, Alain, on est 8-2, puis on a un différentiel négatif. Fait que ça te donne-tu une idée que si l'attaque moindrement se met à produire, c'est sûr que c'est l'équipe à battre dans l'Ouest. C'est sûr que c'est l'équipe à battre dans l'Ouest. J'ai regardé les matchs des Astros, c'est pas la même équipe du tout. Non, pas du tout. Les Angels qui vont bien peuvent peut-être se faufiler. Personne ne parle des Angels. Mike Trout va bien, mais ce que je veux dire, c'est que t'es 8-2, tu as un différentiel négatif. Écoute, on a marqué que 33 points en 10 matchs. C'est pas compliqué de faire la moyenne, là. Donc, on n'a pas frappé, mais pourtant, tu regardes cette formation-là, on va finir par frapper, je vous le dis, là. Ils vont finir parmi les meilleures équipes à produire des points. Ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, une autre équipe qui est bien partie à ce niveau, au niveau de victoire-défaite, que ça va s'améliorer au niveau de l'attaque. Marc, quand la saison a commencé, parmi les candidats recrues de l'année, je parlais de Kumar Rocker. Mais je pense que je me suis peut-être trompé de lanceur recru chez les Rangers. Leiter a été excellent ses 2 premiers départs. Il a toujours son statut de recrue et c'était un gros prospect avec les... ça l'est toujours, mais là, il est dans le baseball majeur. Donc, c'est un gars, Marc, va peut-être falloir garder un œil intéressé sur ce gars-là. Il a remporté ses 2 premiers matchs. Il y a quelques analystes aux États-Unis qui avaient souligné qu'ils s'attendaient à de belles choses de sa part. De toute évidence, on l'avait vu lancer, puis on avait vu des choses qui étaient impressionnantes parce qu'il a été très, très bon, effectivement, en ce début de saison. Écoute, tu as parlé qu'il était un joueur d'avenir. Je veux dire, c'est un gars qui a tous les atouts. Les blessures ont nuit un petit peu au développement de sa carrière, mais là, il est en train là, de démontrer ce qu'il peut faire. Si les Rangers peuvent compter sur un gars comme ça, puis on l'a vu, on n'accorde pas beaucoup de points au début de la saison. Franchement, là, c'est très intéressant. Oui, Evaldi qui se conduit comme un numéro 1, Marc. Je pense que c'est ce à quoi on s'attendait de ce gars-là. C'est excellent. Jacob deGrom, on se croise les doigts, Marc. Je pense qu'on a vu des bribes un petit peu de ce qu'il est capable de donner. Je pense que c'est pas encore là, mais il a raté tellement de temps de jeu au cours des 2-3 dernières années. J'ai hâte de voir comment on va l'utiliser, Marc. On pourrait lui faire sauter quelques départs, je pense, et ce serait sage en cours de saison. Assurément. Assurément, il y a un plan pour lui. Puis on va le voir graduellement, ça va aller de mieux en mieux. Je suis convaincu. Le gars, c'est un athlète, il a de l'expérience, il sait c'est quoi, ce que ça prend. Connaît mieux son corps, probablement son bras là, au fil, en raison des dernières années. Mais on va le faire intelligemment. Je pense que on est bien entouré. Tu sais, un gars comme Bruce Bochy, toute la direction baseball, il y a de l'expérience là-dedans là, pour avoir un plan qui fait du sens pour tout le monde à ce niveau-là. Puis on est dans une saison où on devrait gagner le titre de la division. Donc, tu as tout à gagner en gérant un Jacob deGrom comme il se doit, au lieu de dire ah ouais, vas-y, on va l'étirer jusqu'à temps que tout ça cède. Là. Non. On va aller loin. On a vu ce que ça donnait pour certains vétérans lanceurs rendus en fin de saison, Alain, lorsqu'on les a. On l'a pas fait sauter tôt, ils ont leurs 34-35 départs, on arrive en série, puis on n'a plus rien dans le bras. Donc, je pense que là, on a appris du passé là, chez les organisations. Puis dans le cas de deGrom, je suis convaincu qu'on a un plan. Même s'il est en santé, c'est pas un gars qui va avoir 30 départs cette année. Juste un dernier mot sur les Rangers, Marc, et je vais te parler de Josh Smith. L'année passée, il a eu du temps de jeu en raison de la blessure à Young. Young est encore blessé, mais c'est lui qu'on voit comme joueur de 3e but. Sauf que Smith, c'est de loin le meilleur frappeur encore chez les Rangers cette année. Il a été productif l'année passée. Il n'y a pas de place pour lui, sauf peut-être au 3e but. Est-ce qu'on... L'étiquette de super joueur d'utilité au réserviste, Marc, c'est difficile de l'enlever. C'est pas le physique d'un joueur de 3e but. Frappera pas 30 circuits par année. Mais regarde, il produit quand il joue. Mais tu sais, Alain, tu l'as dit, là, c'est un gars de luxe. Parce que tu sais que si Young revient, tu sais, Seager va rater du temps cette année. Là. Je veux dire, il va rater. Tu comprends? Fait que lui, là, c'est le gars qui va aller jouer partout. C'est le gars qui va remplacer tout le temps, mais il va finir la saison avec 550 présences au bâton. Donc, comme c'est un régulier, c'est un rôle qu'il a accepté de toute évidence puis qui lui va bien.
Alors ça, c'est vraiment le réserviste de luxe, là. Parce que un bon réserviste de luxe va aller chercher 300 présences au bâton là, dans une année. Là. Mais lui, il va jouer à tous les jours, c'est juste qu'il va changer de position pratiquement. Oui, un peu comme Josh Harrison, tu te rappelles, le faisait avec les Pirates de Pittsburgh. Belle comparaison. Marc, 711, c'est le MPP après les 10 premières journées de la saison. C'est un peu plus élevé que ce qu'on a vu l'année passée. Est-ce que tu t'attends à ce que, parce qu'on parle beaucoup de la vélocité des tirs, du fait qu'il y a beaucoup de retraits sur des prises, qu'il y a moins de points, dit-on, mais le MPP est quand même stable, relativement parlant. Oui, bien mieux que l'année passée, tu l'as dit. Ça a pris du temps l'année passée avant qu'on atteigne même le 700. Là, donc, on est en avance sur l'année dernière, mais bon, départ canon des Yankees, est-ce que c'est les bâtons torpilles là, qui font la différence? En tout cas, je sais que c'est beaucoup plus propagé. D'ailleurs, pour revenir rapidement à ce sujet-là, là, on en a fait un cas là, en début de saison, mais en grattant un petit peu, on a réalisé qu'il y a des gars qui avaient des bâtons très similaires depuis 2021. Là. Donc, ça fait 3, 4, 5 ans, là, même pour certains, qu'on utilise des bâtons similaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le baril, la partie principale du baril, c'est un petit peu près du logo. Je veux dire, il y a des joueurs qui utilisent ça depuis fort longtemps. C'est juste que puis d'ailleurs, on s'en était parlé, Alain, si les Yankees frappent quelques circuits, mais bon, on gagne des matchs là, 8-3, on n'en fait même pas de cas. Là. Ouais. Les Yankees ont puis évidemment, Chisholm avec son bâton gris, on a réalisé que c'était une drôle de forme, là. Mais est-ce que ça peut avoir un impact? Peut-être. Je pense que les lanceurs en début de saison, on vient de parler de DeGrom, qui n'est pas tout à fait, là, peut-être à 100%, parce que bon. Alors, les frappeurs en profitent un petit peu, peut-être en début de saison. Donc, c'est correct. Le défi va toujours rester, on veut des balles en jeu. On veut que les balles soient frappées. On a vu déjà des jeux spectaculaires. Je sais pas si, tu sais, écoute, Eli De La Cruz a fait un catch spectaculaire hors ligne. Ian Happ avec les Cubs. C'est ça qu'on veut voir. Des balles en jeu, des jeux spectaculaires. Les athlètes, les joueurs n'ont jamais été aussi bons en défense. Fait que c'est aussi spectaculaire de voir ces catchs-là que de voir une balle frappée à 450 pieds. Là. Donc, il faut trouver le moyen d'avoir des balles en jeu. Exact. 711, Marc, c'est le MPP pour la saison complète. L'année précédente, et c'est à peu près le même nombre de points. Une petite différence, c'est que la moyenne de présence sur les buts est un petit peu plus élevée cette année, mais ça compense évidemment pour une puissance un peu moins élevée, mais c'est un peu négligeable. Et l'échantillon, il y a quand même un échantillon de matchs intéressants, même sur 10 jours. On joue à tous les jours, donc tu comprends que 15 matchs par jour pendant 10 jours, on a quand même un échantillon intéressant. Et généralement, avec la chaleur, le MPP monte. Donc, on peut s'attendre peut-être à un peu plus de points cette année. Ça nous amène à la question de la semaine. C'est présenté par Silmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.silmar.ca. On va parler de quelques équipes et leur début de saison. Bien, on aimerait vous entendre, vous. Est-ce que les 10 premiers jours de la saison sont de nature à vous rassurer ou encore vous inquiéter sur votre équipe préférée, peu importe laquelle? Donc, allez-y de votre analyse, laissez-vous aller. Je vous invite à aller sur notre page Facebook, soit facebook.com, /compte complet balado, ou directement, vous pouvez aller sur notre site comptecomplet.com. C'est le segment au cercle d'attente, au cours duquel on vous encourage, les jeunes, à la lecture avec Baseball Bob, notre ami Bob McDuff, qui est auteur. Vous pouvez aller sur son site internet www.baseballbob.ca, auteur de livres pour enfants portant sur le baseball. Vous pouvez aussi étendre vos lectures sportives. On sait que la littérature s'élargit d'année en année, particulièrement dans le monde du baseball. Et pourquoi pas commencer, s'initier à tout ça, les jeunes, avec Baseball Bob. Marc, notre portrait de la semaine, Adley Rutschman. C'est le receveur des Orioles de Baltimore, le receveur numéro 1. Adley Rutschman, ancien choix de première ronde, premier choix au total du repêchage de 2019 d'Oregon State. Il avait remporté la Série mondiale universitaire l'année précédente avec Oregon State. Un frappeur ambidextre. Son père était instructeur de baseball, donc semble l'avoir bien dirigé. Marc, il y a plusieurs jeunes qui ont poussé au cours des 2-3 dernières années dans la formation des Orioles de Baltimore, mais le consensus, c'est que le véritable capitaine de cette équipe-là, même s'il y a eu des ennuis en deuxième moitié de saison l'année passée, c'est Adley Rutschman.
Ben, Rutschman, là, lorsqu'il avait été rappelé, là, on a l'impression que depuis qu'il était avec les Orioles, ça a tout changé. C'est lui qui est venu apporter là, cette espèce de leadership, on en a parlé un petit peu plus tôt, là, mais de celui là, que, bon, suivez-moi, là, on s'en va dans la bonne direction. Là. C'est un peu ça parce que Rutschman, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, Alain, mais il a 27 ans. Alors, il est arrivé très tard il a joué, évidemment, son baseball universitaire à Oregon State. D'ailleurs, il avait été un choix de 40e ronde du secondaire. Il n'avait pas signé, heureusement, parce qu'il s'est retrouvé le premier choix total par la suite. Ben oui. Très, très bonne décision. Mais les receveurs, Alain, c'est pas pour rien que dans le baseball d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gérants qui sont d'anciens receveurs. Les receveurs, c'est le seul joueur qui voit le jeu d'un autre angle. Les receveurs, ils voient le jeu comme ça, puis tous les autres joueurs font face à lui. Puis évidemment, il a la synergie avec le lanceur. Donc, c'est un être un peu différent, comme un gardien de but, si vous voulez, parfois, si on fait une petite comparaison. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce gars-là, on peut tellement amener comme receveur en étant le leader de l'équipe parce que on contrôle un peu le personnel de lanceur. Lui, en plus, il est bon en attaque. Il est frappeur en bidex, capable de mettre des balles en jeu, capable d'être bon dans le baseball de situation. C'est pas juste un frappeur c'est-à-dire unidimensionnel. Alors, c'est sûr, puis en plus, ben, il y a son charisme et sa manière de se comporter sur un terrain. Oui. Tu vois que le gars est allé à la bonne école. Il était prêt pour jouer dans le baseball majeur. C'est un gars qui a une maturité aussi là, qui est exceptionnelle. Donc, tout ça fait en sorte que tu veux l'avoir dans ton équipe. Puis je suis convaincu que cette année, elle va rebondir en attaque sur sa saison dernière parce que c'est ce genre de joueur-là. Tout l'hiver, il a travaillé sur des éléments qui ont fait en sorte que ça a été moins bien en 2024. Alors, moi, je suis convaincu que Rutschman, cette année, va être capable d'aider son équipe à faire réussir. Marc, on va parler de finances un peu en début de balado. On a parlé de la situation de Vlad Guerrero et de quelques contrats qui ont été acceptés par des jeunes joueurs. Quelques données, ça c'est la suite d'une étude de l'agence Associated Press. Et les données viennent du début de la saison. Autrement dit, les formations des 26 joueurs, là, plus la liste des joueurs blessés, évidemment. Le salaire moyen, pour la première fois, dépasse les 5 millions. On parle de 5,16 millions de dollars, le salaire moyen dans le baseball majeur, ce qui donne une masse salariale, et puis du moins autour de 130 millions de dollars. Il y a une réalité, par contre. Il y a des disparités très importantes. Et les deux données suivantes, je te laisse aller là-dessus par la suite. 45% des joueurs gagnent moins de 1 million de dollars et la médiane, donc c'est pas surprenant, de ce 45% des joueurs, c'est 1 million, la médiane se situe pas très loin de ça, c'est 1,35 million de dollars. C'est en baisse si on compare à 2015, par exemple, alors que c'était plus de 1,5 million de dollars. Donc, il y a une disparité, Marc, on ne parle pas juste dans les masses salariales, mais à l'intérieur même des équipes. Alain, je sais que les nouvelles, tu sais, comme aujourd'hui, Guerrero, ou en ce lundi, Guerrero signe 500 millions, il va faire, tu sais, ça n'a pas de bon sens, puis c'est vrai que ça n'a pas de bon sens, mais quel est le pourcentage de joueurs qui font 30 millions et plus? Il n'y en a pas une tonne, tu comprends? Il n'y en a pas une tonne. Mais tout le monde pense que les joueurs de baseball font 30 millions et plus, mais c'est pas le cas. D'ailleurs, là, corrige-moi, Alain, mais c'est sur à peu près quoi? 900 quelques joueurs, là, cette étude? Bon. Oui, alors, exact. 900 quelques joueurs, on est près de 50%, là, 45 pour être précis, qui font 1 million et moins. C'est quand même quelque chose là où, effectivement, il y a une disparité. Il y a une disparité parmi les propriétaires, une disparité parmi les masses salariales, il y a une disparité parmi le salaire des joueurs. Mais je m'excuse, Alain, mais c'est pour ça que ça va sauter tout ça à un moment donné. C'est pour ça que plusieurs s'inquiètent éventuellement après la saison 2026, où la convention collective sera à renouveler. Mais c'est pour ça que des jeunes, comme on a parlé un petit peu plus tôt dans ce balado, comme Campbell, comme Jackson Merrill, où on signe des contrats pour aller, évidemment, s'assurer d'un certain montant d'argent, alors qu'on réalise qu'effectivement, 45% des joueurs font 1 million et moins. Donc,
Ça veut dire qu'on s'est beaucoup rajeuni aussi dans le baseball, on va se dire, parce que les jeunes, tu sais, le salaire minimum, donc, tu sais, on parle, ça veut dire, Alain, que 45% des joueurs, grosso modo, là, on parle de joueurs qui ont probablement 2 ans et demi et moins d'expérience dans le baseball majeur. Oui. Tu sais, j'avance ça de même, mais c'est pas mal ça. Donc, c'est ça, oui. Mais tu sais, lorsqu'on disait que le baseball se rajeunissait, qu'on passe de moins en moins, les bons passent de moins en moins de temps dans les ligues mineures, ça vient de le prouver. Là. Je veux dire, c'est la preuve que là, présentement, ben, c'est la phase jeunesse. Il y en a encore évidemment des vétérans, mais c'est sûr que ça expose de façon peut-être même, je dirais pas trop évidente, mais que on a un problème. Ça ne peut pas fonctionner comme ça tout le temps. Là. Oui, Marc, je l'ai souvent mentionné dans le sport professionnel, surtout au hockey et au baseball, un peu moins au basketball et au football parce que les gars ont un impact immédiat. Hein? Tu arrives des universités, puis tout de suite, tu rentres dans le top 5 au basketball, tout de suite au football, tu es régulier, peu importe ta position, on te repêche, puis tu as tout de suite la cagnotte qui vient avec. Au hockey et au baseball, on contrôle des salaires, puis souvent, on les contrôle dans les meilleures années des athlètes. Ça, c'est un net avantage pour les propriétaires. Puis je pense que les chiffres qu'on vient de dénoncer démontrent qu'on est pas mal plus intelligent dans notre façon de dépenser, même si en moyenne, c'est plus élevé. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs équipes cette année, Marc, qui ont coupé dans leur masse salariale. On ne parle pas évidemment des Dodgers, là, mais il y a 30 équipes dans le baseball majeur. Il y en a plusieurs qui ont sabré dans leur budget. Ben écoute, c'est quoi? C'est 5 ou 6 équipes qui n'ont pas 100 millions de masse salariale? 5, là. 5 équipes. Tu sais, Alain, je veux dire, avec tout le partage de revenus, on retrouve, c'est pas parfait, là. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de plancher, mais il y a quand même un partage intéressant. Honnêtement, qu'une équipe n'ait pas 100 millions de masse salariale, ça n'a pas de bon sens. Puis je dis ça parce que là, on parle du langage du sport professionnel, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils reçoivent au moins ça en partage de revenus. Et là, partage de revenus, ça inclut bien des choses. Là. Mais c'est pour ça que je dis que moi, je trouve une façon de régler ces problèmes-là, c'est que le partage de revenus, puis qu'on joue avec le pourcentage, c'est une chose là, pour que les équipes en aient peut-être un petit peu plus, là, mais le partage de revenus devrait aller à 100% dans la masse salariale. Moi c'est ce que je pense. Puis à ce moment-là, ben là, on aurait moins cet écart-là. Puis on pourrait avoir des équipes comme Pittsburgh qui ont toujours des bonnes équipes, mais qui finissent toujours autour de 500, ben on ne fait pas les séries depuis 25 ans, ben on pourrait avoir l'espoir de le faire à ce moment-là. Tu sais. Mais moi, j'ai peur, Alain, que étant donné là, que là, il n'y a pas de contrôle, puis on a vu déjà 3, 4, 5 propriétaires manifester là, que le fait que ça n'a pas de bon sens, incluant le propriétaire des Yankees de New York, je me dis, boy, là, ça va brasser peut-être un petit peu plus. On a encore 2 ans. J'espère qu'on va être assez intelligent pour trouver un terrain d'entente d'ici les 2 prochaines années. Parce que, tu sais, je ne veux pas anticiper une grève ou un lockout, mais si c'est le cas, là, ça serait une décision épouvantable. Oui, les 5 équipes en passant, les 2 équipes de la Floride, ça ne surprendra personne. Les Pirates dont on a parlé tantôt, les White Sox de Chicago et les Aces. Mais les Aces, j'ai l'impression qu'on va dépasser 100 millions avant longtemps, Marc. C'est de ce côté-là parce qu'on semble avoir une certaine volonté de présenter un produit intéressant. Oui, exact. Tu sais, là, évidemment, chez les White Sox, là, on est en train de reconstruire, donc on va faire confiance aux jeunes un peu, mais si on est intelligent dans notre reconstruction, on va finir évidemment par payer ces gars-là un petit peu plus. Donc, mais je suis un petit peu découragé des 2 équipes de la Floride. On aurait pu leur dire lors de l'expansion il y a plusieurs années que ça n'allait pas marcher. Je me souviens là, que plusieurs leur disaient ça ne va pas marcher du baseball en Floride durant l'été. Ça marche très bien durant l'hiver, durant le printemps. Ça n'allait pas marcher durant l'été. Puis là, on est encore pris avec ces franchises-là. Je trouve ça vraiment dommage. Puis le commissaire, on aura beau dire quoi que ce soit, il n'a pas réussi encore à régler tous ces problèmes. Tu sais, on a 2 stades de Ligue mineure. Bon, c'est là, ça veut dire qu'une tempête a fait en sorte que les Rays sont obligés de déménager. Oui, mais déjà, c'est un stade désuet. Écoute, si on avait eu cette patience-là pour les Expos, ça aurait été extraordinaire.
Oui, absolument. Marc, dernier sujet, puis je veux juste qu'on l'aborde brièvement. Quelquefois, tu prends des décisions, puis sans trop réfléchir aux conséquences. Je pense aux Pirates de Pittsburgh là, qui ont placé une annonce à un mauvais endroit, là où on honorait Roberto Clemente. Marc, ça a mal passé, puis ben écoute, les Pirates ont fait leur meilleur culpa, là, éventuellement, mais tu sais, dans un contexte un peu volatile, quand on reconnaît certains athlètes pour leur contribution, surtout qu'ils viennent de l'extérieur. On connaît le contexte américain présentement. Le chaudron bouille présentement, puis on aurait pu penser un peu plus avant de prendre cette décision-là. Finalement, on va garder c'est au champ extérieur. Là, on a placé une annonce pour faire un peu plus d'argent, on aurait pu le placer ailleurs. C'est juste réfléchir un peu avant de prendre une décision. Tu mets le pied dans la bouche. Ben, écoute, c'est vraiment, je comprends pas qu'une organisation qui a probablement 150 employés permanents là, dans une organisation comme les Pirates de Pittsburgh. Là. Ouais. On s'est excusé. Non, mais je veux dire, on n'aurait jamais dû se rendre là. Non. Tu modifies, là, Alain, que tu modifies parce que effectivement, c'est un affichage qui vaut très cher. Moi, j'ai pas de problème avec ça. As-tu un plan pour déplacer l'hommage, puis là, tu le déplaces avant, puis tu sais, je comprends pas ça. Moi, je comprends pas ça qu'on n'a pas pensé à la réaction des gens. En tout cas, moi, surtout Roberto Clemente, je veux pas minimiser d'autres, là, mais je veux dire, en tout cas, spécial. On va se le dire, là, spécial. Oui. Bon, mais au moins, on a admis notre erreur, là, puis, regarde, je vais lever mon chapeau aux Pirates. On s'est reviré quand même assez tôt. On n'a pas laissé traîner ça. Puis on s'est dit, regarde, on efface, puis on recommence. On aurait préféré que ça ne arrive pas de cette façon-là, mais regarde, faute avouée est à demi pardonnée. L'horaire des matchs de la semaine du baseball à RDS, c'est une présentation de Lester, c'est le choix numéro 1 des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931, depuis près de 100 ans. Que ce soit au stade, entre amis, devant la télé, devant un bon match, rien ne bat le goût authentique des hot dogs et des smoked meat. Lester. 3 matchs cette semaine, lundi, mercredi et dimanche. On verra ce lundi Otto Lopez et des Marlins de Miami. C'est une très, très jeune équipe. Malheureusement, pour les Marlins, on n'a pas beaucoup de profondeur, on a plusieurs blessés. On va en parler lors du match. Les Marlins qui seront à New York face aux Mets qui viennent de balayer les Blue Jays de Toronto ce lundi à compter de 19h à RDS. Mercredi, on vous a parlé des Braves d'Atlanta. Ils vont jouer contre les Phillies de Philadelphie. C'est également à 19h, c'est à RDS 2. Et dimanche, le traditionnel match du dimanche soir. C'est à ne pas manquer. 2 des meilleures équipes actuellement dans la Ligue nationale. Les Cubs de Chicago contre les Dodgers de Los Angeles. Ces 2 équipes-là sont affrontées au Japon. Mais là, ce sera en direct du Dodger Stadium à compter de 19h dimanche à RDS. Voilà ce qui complète ce balado. Tout le monde, on se souhaite une bonne semaine. Alain Usereau, Mark Griffin et de la part de Martin Villeneuve à la technique, on remercie également pour son bon travail. Voilà, bon baseball tout le monde. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.